Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour à tous, à toutes. On est ravis de vous retrouver encore aujourd'hui avec Philippe David. Ça va mon Philippe David? Oh, ça va très bien et ça va doublement bien, Cécile, et même triplement bien. Et vous voulez savoir pourquoi? Non. Parce que, je vais vous le dire quand même. Vous voulez que je vous le dise? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Parce que nos auditeurs nous envoient plein d'excellents cadeaux pour Noël à déguster. Alors, je voudrais remercier Anne-Marie. Dont j'ai déjà mangé la moitié. Anne-Marie du Plan dans la Haute-Garonne et Ludovic de Mont-de-Marsan. Et ils ont tous mis un mot, Philippe, on l'envoie parce que le qualificatif de culbuto est un peu dur, on vous trouve un peu maigrichon en ce moment. Ah oui. Et je trouve que notre chaîne YouTube montre parfaitement mes proportions corporelles. Oui, c'est parce vous êtes d'accord ou pas? Parce qu'on voit que le haut, Philippe. Merci. En tout cas, merci pour vos cadeaux. Merci Anne-Marie et Ludovic. C'est vrai que c'est très mignon et ils pensent à nous assez régulièrement. En tout cas, 0826 300 300, le sommaire de cette émission à 17h30, le grand débat du jour. Marine Le Pen obtient des niveaux jamais atteints dans les intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Résultat d'une étude IFOP, fiduciaire pour Sud Radio et le Figaro Magazine. Elle obtiendrait 35 à 38% face à Édouard Philippe et Gabriel Attal. Les deux anciens premiers ministres recueilleraient, eux, 24 ou 20 à 24%, et Jordan Bardella serait mesuré à 34% s'il se présente face à Édouard Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que ce sondage vous surprend puisqu'il met tant Marine Le Pen que Jordan Bardella, si elle était empêchée, nettement en tête? Croyez-vous que finalement, comme d'habitude, le RN a un excellent candidat pour le premier tour, mais qu'au deuxième tour, le barrage républicain va se faire? Et à cette question, le RN largement en tête à la présidentielle dans notre sondage IFOP, le vote RN est un vote de contestation ou d'adhésion. Vous dites à 71% d'adhésion, évidemment à 29% de contestation. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour commenter ce sondage, bien entendu, Frédéric Dabi sera avec nous, directeur général de l'IFOP. Et puis que le coup de projecteur des vraies voix, plus Jean-Luc Mélenchon crie, moins on l'entend. C'est l'une des amabilités lancées ce matin par Olivier Faure à propos de son ancien allié insoumis. Le premier secrétaire de PS prend ses distances. Il reproche à LFI d'affaiblir la gauche et de passer à côté de l'aventure, je cite, dans les discussions sur le futur gouvernement. Alors parlons vrai, est-ce que les techniques d'Olivier Faure vous surprend? Quand on regarde le sondage IFOP du jour, est-ce une stratégie payante puisque le PS ferait au mieux 7% à la présidentielle en cas de candidature Hollande? Et à cette question, alliance et rupture répétées avec LFI, comprenez-vous la stratégie du PS? Vous dites non à 81%, vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. Et on en parlera bien entendu, on vous attend au standard 0826 300 300, bienvenue dans les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Et pour commenter tout ça, Philippe Bilger est avec nous. Monsieur le Président, bonsoir. Monsieur le Président. J'adore vous appeler Monsieur le Président. Ça me fait plaisir. Vous êtes le président de l'Institut de la Parole. Alors, c'est comme ça. Voilà. Voilà, c'est net, mais il n'y a rien à n'est pas dire. président en France? Non, mais moi je le suis pas. Françoise Degois, bonjour. Oui, bonsoir les amis, ça va? Oui. J'adore les questions que vous posez. En fait, ça va jamais avec le PS. C'est-à-dire que quand ils sont avec LFI, ils sont sous la domination de LFI. Quand ils s'engueulent avec LFI qui se détachent, et ben c'est pas bien de se détacher. Donc j'adore cette question. Ça va être, c'est pas vous. Ça va être intéressant d'entendre les auditeurs sur cette question. J'adore. Après, c'est vrai que ça revient, ça s'en va, ça revient, ça s'en va. C'est pas vraiment ça, mais bon. Si, un peu quand même. Non, où ça? Je vois pas. François Pupponi, bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien député, ancien maire de Ça fait longtemps qu'il n'était pas là. Oui, pour une fois, on a appelé, il a répondu, alléluia. Et 0826 300 300 avec François de Nîmes qui est avec nous. Bonsoir François. Bonsoir François. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Écoutez, nous, on est comme vous, on aimerait bien savoir. Macron, vous dites, Emmanuel Macron devrait nommer un Premier ministre du NFP. Selon vous. Ouais, tout à fait. Je suis de droite, pourtant je suis de droite, mais bon, là, il n'a pas du tout respecté pour moi la démocratie. On est en démocratie, nos aïeux, ils se sont battus pour qu'on soit en démocratie aujourd'hui. Et donc, le NFP, ils se sont arqués, ils ont regroupé un maximum de personnes. Ils étaient majoritaires et ils auraient dû nommer un ministre de gauche. Après, je ne sais pas qui, mais ils auraient dû nommer un ministre de gauche. Et laisser en marche la démocratie, pour faire un petit jeu de mots. Mais quand même, la deuxième faute, c'est qu'il n'a pas invité le RN alors qu'il aurait dû inviter tous les partis. Après, s'il refuse, il refuse. Mais il ne faut pas négliger 11 millions de personnes quand même, parce que ça ne se fait pas, quoi.
Là, on n'est pas à 11 millions de fachos là, en France. Hein. C'est ça qu'il n'arrive pas à comprendre. Quoi. Ça va faire de plus en plus d'adhésions, mais ce ne sera pas des adhésions, on va dire, de l'ancien Front National. Hein. C'est dépassé. Hein. Maintenant, c'est une adhésion plus de droite, politique. Alors là, ça, c'est un autre sujet. Vous dites qu'il faudrait un ministre de gauche, en fait. Oui, il aurait dû respecter la démocratie. D'accord. Hein. Oui, mais la démocratie, le nouveau Front populaire réunit 3 partis. Le RN, 4. Le RN était le parti le plus important à l'Assemblée nationale. Le NFP n'aurait pas trouvé de majorité. Bon. Oui, mais si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. Laissez votre grand-mère une bonne fois pour toutes, je la laisse pas, mais c'est théorie, regardez. Et pour le RN, notre auditeur a tout à fait... Écoutez, ces théories, elles ont mené exactement à Barnier, à la censure. Donc, la théorie de « Ah là là, s'ils y avaient été, ils auraient été censurés », je vous le dis, si ma grand-mère avait des roues, moi j'aime beaucoup l'honnêteté républicaine de cet auditeur. Enfin, quand vous avez une formation qui n'a pas gagné, Françoise, qui arrive en tête, pas François Hollande, Françoise, nous on est la France là de ce côté-là. Si vous avez une formation qui arrive en tête, la morale républicaine est toujours de l'appeler. Donc ce cinéma, mais une force politique, arrêtez de jouer sur les mots. Ce cinéma qui a consisté à tout faire à l'envers, ben voilà, un petit mot de François Pupponi. Il n'y a pas de bonne solution, parce que si effectivement le président nomme un Premier ministre NFP qui met en place une politique où il y a une augmentation des impôts et la politique, enfin le programme NFP, parce que si on nomme quelqu'un qui est arrivé en tête aux élections, c'est pour qu'il mette en œuvre ce programme. Ou alors ce NFP, mais avec les François, je pense que c'est impossible, va essayer de trouver un accord avec l'axe central. Or ça c'est impossible parce que Mélenchon n'en veut pas. Donc NFP fait sa politique, il est censuré très vite. Oui. Et donc c'est un peu la stratégie que certains proposaient au président Macron en disant faut nommer NFP et puis tu verras que ça ira pas loin. Le problème. Ou comme certains disaient, faut laisser arriver le Rassemblement national parce qu'on verra de quoi ils sont capables et ça ira pas loin. Le fait est qu'aujourd'hui il y a 3 blocs et que si le bloc central n'arrive pas à se mettre d'accord, et visiblement il n'arrive pas à se mettre d'accord vraiment sur en allant des Républicains au PS, on voit que c'est compliqué. On va aller de difficulté en difficulté, de censure en censure. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais. On en reparlera bien entendu. François, vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix. Et puis, juste avant de démarrer cette émission, on voulait juste vous annoncer que le grand sapin de Noël Sud Radio continue, en fait, jusqu'à Noël. C'est le moment pour vous peut-être d'ouvrir, ou de tenter d'ouvrir un cadeau. Et ça, c'est important. Vous allez peut-être pouvoir gagner votre séjour en famille au parc Futuroscope, votre coffret de marque Maricor contenant des produits de beauté d'une valeur de 120 € ou d'autres choses. Voilà, par exemple, 0826 300 300. Tenez, François Pupponi, donnez-moi un chiffre entre 1 et 10. 5. 5e appel au standard. Et on vous souhaite bonne chance. On revient dans un instant avec le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. L'État n'a pas commis de faute lourde à propos des attentats de novembre 2015. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. Vous voulez bien sûr commenter cette actu. 0826 300 300, Aude vous attend au standard. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ça va Philippe David? Ça va très bien, Cécile. Voilà. Vous avez posé la question, je vous ai répondu avec la bonne réponse. Voilà, c'est ça pour une fois. ça veut dire qu'après 2 ans de vie commune, vous commencez à m'écouter. C'est plutôt bon signe. Un peu plus de 2 ans maintenant, presque 2 ans et demi. Presque 2 ans et demi. Vous avez vu comment elle est ingrate. Vous comptez les jours de calendrier, vous savez à la minute près quand est-ce que vous êtes rencontrés. Non, à la seconde. C'est beau elle s'en fout comme de l'an 40. Elle s'en fout. C'est pas vrai. Je le choisis. Je le choisis. Je te le choisis. Merci. Choyez-moi. Aujourd'hui, autour de cette table, Philippe Bilger, François Pupponi, Françoise Degois et vous au 0826 300 300. Dans un instant, il vient s'installer à la table. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Cécile. Bonsoir Les 3 mots dans l'actu dans quelques instants. De quoi parle-t-on? On va parler du dernier conseil des ministres du gouvernement Barnier, en attendant de connaître le futur gouvernement, sans doute dans les heures qui viennent. Du mausolée de Hafez El-Assad, le père de Bachar
Bachar qui en Syrie a été incendié aujourd'hui. Les nouvelles autorités promettent en tout cas le respect en Syrie de toutes les tendances religieuses. Et puis du mondial 2030 et 2034 qui est attribué à plusieurs pays concernant 2030. Et puis pour ce qui est de 2034, ce sera en Arabie Saoudite. Et les ONG de défense des droits de l'homme crient déjà au scandale. Allez, tout de suite, le procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur un sujet douloureux que vous voulez requérir, monsieur le procureur, les attentats du 13 novembre 2015. Absolument. Une famille avait avait engagé une action pour que l'État soit condamné pour fausses lourdes à propos de ces attentats du 13 novembre 2015, en considérant que l'État n'avait pas tout fait, que la frontière avait été une passoire, qu'on n'avait pas mobilisé suffisamment de forces de sécurité et qu'en définitive ces attentats étaient directement reliés à la faiblesse de l'État qui n'aurait pas mis un dispositif suffisamment fort et ferme pour éviter cela. Et très naturellement, eh bien, cette famille, dont je comprends absolument l'émoi et l'émotion, a perdu, parce qu'on ne peut pas dire que l'État ait été lourdement responsable de ces tragédies qui ont endeuillé la France. Ouais, enfin, quand vous voyez en plus de ça la façon dont les policiers et gendarmes sont rentrés dans le Bataclan, enfin, au risque de leur vie derrière les boucliers, le courage qu'il faut pour rentrer dans cette fosse aux lions. Mais je comprends cette famille. Après, je comprends aussi encore plus de chagrin, parce que qu'est-ce qu'elle espérait? Peut-être qu'elle espérait une condamnation au moins symbolique. Enfin, ça n'existe pas dans ce domaine, mais voilà, elle a fait ce qu'elle avait à faire. L'action n'était pas absurde. Peut-être que son deuil passe par là. Voilà. Et mais quand même, honneur quand même à l'État et honneur aux forces de police, parce que je ne sais pas ce que ça aurait été Bataclan. Après, c'est peut-être des questions d'anticipation sur lesquelles il voulait revenir en disant on n'a pas anticipé que ces choses pourraient arriver. C'est autre chose que l'instant du moment. Il y a aussi dans ces cas-là, c'est un peu sordide de le dire, mais des problèmes financiers. T'as raison, oui, c'est vrai. Les gens cherchent réparation. Et moi, pour avoir fréquenté des gens qui étaient dont la famille était victime d'attentats, il y a des sombres négociations avec les assurances, les indemnisations, enfin, tout ça est un peu glauque, sincèrement. Bon. Et donc, les familles essayent aussi d'être indemnisées parce qu'elles ont eu des victimes, et les assurances ne sont pas toujours au rendez-vous. Oui. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont shutdown, mausolée et mondial. Un petit projet de loi pour éviter le shutdown, et puis s'en va. Dernier conseil des ministres pour Michel Barnier en attendant de connaître son successeur. Il n'y a pas de socle plus large que l'ancien socle commun, selon Emmanuel Macron. Vous avez 2 heures pour me dire ce que ça signifie. Le nouveau Premier ministre syrien promet le respect de toutes les confessions religieuses. La Syrie, où une foule a incendié le cercueil et le mausolée du père d'Hafez el-Assad, le père de Bachar, aujourd'hui. Et puis on l'apprend à l'instant, la Coupe du Monde de foot 2030 sera attribuée à un trio de pays, Espagne, Portugal et Maroc. La FIFA attribue le mondial 2034 à l'Arabie Saoudite. Vive protestation des ONG de défense des droits humains. Les vraies voix Sud Radio. Sauf énorme surprise, c'était donc aujourd'hui le dernier conseil des ministres du gouvernement Barnier. L'occasion, après la censure, lors des débats budgétaires, de valider un projet de loi spécial, rapporte le ministre sortant de l'économie, Laurent Saint-Martin. Il s'agit d'assurer à titre transitoire et exceptionnel la continuité de la vie de la nation, le fonctionnement régulier des services publics et le respect de nos engagements, notamment financiers. C'est un projet de loi qui permet, pour le dire en des termes simples que vous avez souvent repris, d'éviter un shutdown. Le ministre sortant du budget, Laurent Saint-Martin, pas de paralysie budgétaire en cadeau de bienvenue pour le futur gouvernement. Celui-ci pourrait-il être dirigé, par exemple, par François Bayrou, comme l'indiquent des bruits de couloir, ou comme ne le veut pas d'ailleurs François Bayrou, le PS. En tout cas, je vous laisse interpréter ces propos présidentiels rapportés ensuite par la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Emmanuel Macron a évoqué pendant le Conseil des ministres l'incapacité à élargir le socle commun de l'éphémère gouvernement Barnier. En l'état,
À l'heure où nous parlons, il n'existe pas de socle plus large. Néanmoins, le rôle du président de la République, garant des institutions et en recherche de stabilité, consulte afin de savoir si d'autres partis et d'autres groupes parlementaires disposés à discuter, à trouver des compromis, encore une fois, dans le sens de la stabilité et au service des Français. La porte-parole du gouvernement démissionnaire, Maude Bréjon. Elle n'a pas l'air en forme. Après, il y a ce qu'il dit, il y a ce que dit Emmanuel Macron, il y a ce qu'on fait dire à Emmanuel Macron, il y a ce qu'on lui fait dire à elle, et puis après, il y a la réalité des négociations. Moi, je ne pense pas du tout qu'on soit dans une situation de blocage. Personnellement, je ne crois pas. Mais tout change à tout instant, donc je n'en sais rien. On envoie une information et on voit comment ça retombe généralement. C'est ça. En tout cas, ce soir, c'est là. On peut quand même le dire à nos auditeurs, puisqu'on suit ça minute par minute. Bayrou était sur les rails, et ce soir, c'est une levée de bouclier très puissante contre François Bayrou. Je ne sais pas comment Emmanuel Macron va résister, et surtout, je ne sais pas si on aura un Premier ministre avant son départ en Pologne demain. Je suis pas sûr. Le deuxième mausolée, une foule est entrée dans celui d'Hafez El-Assad pour incendier son cercueil. Le père de Bachar el-Assad, Hafez, avait dirigé la Syrie durant 3 décennies jusqu'à sa disparition en 2000. Son tombeau a donc été incendié. Des images de l'agence France Presse montrent des rebelles piétiner même les cendres là où se trouvait le cercueil de l'ancien dirigeant sur les hauteurs de Latakia, le fief de la dynastie el-Assad. Nous sommes allés sur la tombe de Hafez el-Assad et nous sommes venus et nous l'avons vu être brûlée, détruite par les habitants de son village parce qu'il les affamait, parce qu'il les haïssait, parce qu'il les a déplacés, parce qu'il nous a détruits, témoigne l'un d'eux. La Syrie où le nouveau Premier ministre issu des rebelles islamistes se veut rassurant. Il s'engage au respect de toutes les confessions religieuses. Par ailleurs, le chef des rebelles assure qu'il n'y aura pas d'amnistie pour les personnes impliquées dans la torture ou bien la disparition de détenus sous l'Ancien Régime. Ça soulève quand même. Alors, ça soulève des questions. Mais on a l'impression de découvrir ça. C'est ça qui me rend. Après, c'est un peuple qui a tellement souffert. 6,5 millions de réfugiés, 13 millions de personnes déplacées, 100 000 morts, 1 million de morts. On ne sait pas. J'ai juste une information à vérifier que j'ai vu passer. Je ne suis pas sûr qu'elle soit vraie. Il semblerait que le nouveau ministre de la Justice du gouvernement Al-Jolani ait annoncé pas de femmes magistrates. Pas de femmes magistrates, et on récupère. Tous les hommes doivent désormais récupérer tous les dossiers des femmes. Je ne suis pas sûr parce que l'AFP n'a pas confirmé ni les grandes agences, ni Reuters, etc. Donc je ne sais pas, mais de toute façon, ça ne m'étonnerait pas. Voilà. L'inquiétude que j'ai sur la Syrie, c'est le sort qui va être réservé aux Kurdes. Qui gardent, moi je suis en contact régulièrement avec eux depuis des années, qui gardent 14 000 djihadistes de Daesh, dont presque 1000 Français. Et les Turcs sont rentrés en Syrie uniquement pour les attaquer. Donc d'ailleurs les milices qui sont liées aux Turcs attaquent régulièrement. Aujourd'hui, c'est les Américains qui défendent les Kurdes. C'est un vrai sujet. Les Français sont sur place aussi. C'est un vrai sujet parce que ça peut être, si demain les Kurdes tombent et ils commencent à être mis en difficulté, c'est 15 000 djihadistes de Daesh qui sont libérés. Troisième mot mondial, la FIFA vient d'annoncer ses choix pour les Coupes du Monde 2030 puis 2034. Le Mondial 2030 sera organisé par un trio de pays, Espagne, Portugal et Maroc. Mais pas seulement. Les 3 premiers matchs de cette Coupe du Monde 2030 vont être organisés dans 3 pays sud-américains. Effectivement, l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay. Une formule tricontinentale qui provoque des critiques sur l'aspect environnemental vu les nombreux déplacements que ça devrait engendrer. Mais les critiques les plus vives, elles viennent de cette autre annonce qui a suivi concernant cette fois le Mondial 2034. La FIFA attribue cette Coupe du Monde dans 10 ans donc à l'Arabie Saoudite. S'ensuit un communiqué de plusieurs associations de défense des droits humains, dont Amnesty International. Cette attribution, disent-elles, met des vies en danger et révèle la vacuité des engagements de la FIFA en matière de droits humains. Leur communiqué poursuit: travailleurs migrants exploités, victimes de racisme, militants condamnés à des dizaines d'années de prison pour s'être exprimés pacifiquement, femmes et personnes LGBTQIA+, confrontées à une discrimination légalisée, ou encore habitants expulsés de force pour faire place à des projets de l'État, énumère donc ce communiqué des ONG. J'ai l'impression d'entendre le communiqué sur la Chine, quand en 2008 on organise les Jeux à Pékin. Même chose, la moitié du centre-ville, ce qu'on appelle les Routang magnifiques, le vieux Pékin, ont été rasés, les gens ont été déplacés, les droits humains en Chine, bonsoir Clara. Donc j'entends tout ça, mais quel effet est-ce que ça a? Je ne vois pas. Sur le Qatar, à l'époque.
Merci beaucoup Félix Mathieu. On vous retrouve tout à l'heure après 18h. Allez, dans un instant, retour sur ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match pour le premier tour de la présidentielle. Marine Le Pen antenne à 38%, loin devant Édouard Philippe et Gabriel Attal. Jordan Bardella lui aussi devance la droite. Le RN peut-il maintenir cet écart jusqu'en 2027 ? Alors parlons vrai. Est-ce que ce sondage qui, outre Marine Le Pen, met Jordan Bardella très loin devant tout le monde, est une surprise pour vous ? Croyez-vous que, comme d'habitude, le RN finira par perdre au second tour, même en étant très haut au premier ? Et à cette question, le RN largement en tête à la présidentielle dans notre sondage IFOP, le vote RN est-il un vote de contestation ou d'adhésion ? Vous dites à 69% d'adhésion et à 31% de contestation. Aude attend vos appels au 0826 300 300 sans aucune contestation. Frédéric Dabi est avec nous, directeur général de l'IFOP. Une petite question juste avant la pub. Est-ce qu'on est sincèrement surpris par les scores de Marine Le Pen ? Non, on ne l'est pas parce que aux élections, le RN a fait entre 31 et 32% en France métropolitaine et la dernière enquête IFOP fiduciale pour le Think Mag et Sud Radio, avant la motion de censure, donnait un potentiel important. Mais Philippe l'a dit, l'enjeu pour Marine Le Pen, c'est de moins en moins le premier tour que le second tour. A tout de suite, on en parle dans un instant. 0826 300 300, on vous attend. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, merci de nous rejoindre tous les jours. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On vous en remercie sincèrement. Le président Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et aussi François Pupponi, ancien maire de Sarcelles et ancien président de l'ANRU, ancien député. Il en a fait des trucs, François Pupponi, dans sa vie. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. 2027, ce sera Bardella Attal ? Oula, mais cher monsieur, ce sera Marine Le Pen. Je pense qu'elle a ses chances pour la. J'allais vous demander, est-ce que c'est possible désormais ? Oui, je pense que c'est possible. Après 7 ans de pouvoir d'Emmanuel Macron, je ne crois pas que vous puissiez modifier ce qui apparaît être une marque de fabrique du macronisme. Bien évidemment que si elle soit par exemple un candidat d'extrême gauche, je voudrais sans aucun problème Marine Le Pen. C'est évidemment le Rassemblement national qui a le programme le plus adéquat. C'est sûrement la raison pour laquelle nous sommes quand même plébiscités évidemment dans les sondages. Et Marine Le Pen obtient des niveaux jamais atteints dans les intentions de vote au premier tour de la présidentielle. On en parle dans un instant, bien entendu, avec notre ami qu'on aime beaucoup, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Alors parlons vrai. Est-ce que le candidat ou la candidate du RN est d'ores et déjà certain, près de 2 ans et demi avant, d'être au second tour de la présidentielle ? Est-ce que ce sondage ne montre pas que Bardella peut être un bon candidat de substitution au cas où Marine Le Pen serait empêchée par la justice ? Et à cette question, le RN largement en tête à la présidentielle dans notre sondage IFOP, le vote RN est un vote, vous dites d'adhésion à 69%, de contestation à 31%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et on dit bonsoir à Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP et co-auteur avec Brice Sokol du livre Parlons-nous tous la même langue, qui a reçu d'ailleurs le prix Edgar Faure de l'œuvre engagée au Sénat. Félicitations. Bravo. Frédéric Dabi. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Philippe Bilger. Alors je trouve que ces intentions de vote qui sont faites après la motion de censure, c'est très important, démontre à quel point les quelques-uns qui considéraient que le Rassemblement national avait bien fait de voter la motion de censure avaient raison. En réalité, il y a un hiatus entre les analyses politiques qui sont toujours légèrement infléchies par leurs préjugés anti-RN et le vote tel qu'il apparaît dans les intentions de vote. Et deuxième point, et je finis là-dessus, je ne crois pas qu'en revanche le score très important de Jordan Bardella soit significatif. J'ai plutôt l'impression qu'il est traîné d'une certaine manière, comme dans les courses cyclistes, par Marine Le Pen. Je ne crois pas que s'il était amené à se présenter seul, en 2027, il ferait un tel score. Oui, et sur les analyses de plateau... Je rappelle, il ferait 34% en cas de candidature. Ouais. Sur les analyses de plateau, je ris beaucoup parce que j'ai vu une certaine télé qui a passé vraiment une semaine à expliquer tous les jours et tous les soirs que Marine Le Pen ne voterait jamais la censure. Donc effectivement, Philippe Bilger a raison. Nos commentaires de plateau sont souvent à l'inverse de l'opinion. Deuxième point, et je salue mon ami Frédéric Dabi, je suis très heureuse
parce que vous savez que l'Élysée, la Macronie, et j'aime pas cette expression, en tout cas les députés macronistes, l'Élysée, le président lui-même en personne, Alexis Kohler, Jonathan Guémas, ont passé 3 jours à expliquer, urbi et orbi, en in et en off, que Marine Le Pen allait payer. C'était les phrases. Elle va payer cher cette censure, elle paiera, ça lui retombera dessus, etc. Évidemment, quand j'ai découvert hier soir votre sondage, mon cher Frédéric, eh bien, j'ai été ravi parce que c'est exactement ce que nous ne pouvions que pressentir. C'est tellement évident. Vous savez, il y a un truc qui est très simple. Hein. Il y a plein de gens dans la rue qui se disent heureusement qu'il y a la censure parce que ma retraite de toute façon elle va augmenter. Vous avez des chefs d'entreprise dont un très célèbre que je connais et qui a dit ce matin nous en tout cas la censure c'est 120 millions d'euros économisés sur l'impôt des sociétés. Donc merci Frédéric David. Juste moi je suis pas surpris par ce sondage parce qu'on sent bien comment les Français ont envie en fait que Marine Le Pen arrive parce qu'ils disent il y a qu'elle qu'on n'a pas essayé et que les sujets qu'elle préempte c'est ceux dont les Français dont on parle. Maintenant c'est vrai qu'il y a toujours cette fameuse front républicain au deuxième tour. Sauf qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, on a dit aux Français, on fait un front républicain au deuxième tour de la législative pour l'empêcher d'arriver. Mais quand on voit que ceux qui ont fait le front républicain, dès le lendemain, se sont déchirés, ont fait des tactiques d'appareil, etc., je pense qu'ils sont en train eux-mêmes de tuer le Front républicain. Parce que les Français disent okay. Donc on leur a fait confiance pour que Le Pen n'arrive pas, pensant qu'eux allaient être capables de gérer les affaires du pays, et on s'aperçoit qu'ils n'en sont pas capables. Donc en fait, ils sont tout simplement en train de se tirer une balle dans le pied et de faire en sorte que ce Front républicain, peut-être, ne réussira pas la fois prochaine. Frédéric David, nonobstant cet excellent score, est-ce que le plafond de verre existe encore en pensant au second tour ? Moi, j'ai jamais cru à des plafonds de verre électoraux. Hein. C'est un concept qui me paraît très déconnecté de la réalité électorale. C'est vrai que quand on regarde les scores de cette enquête IFOP fiduciale pour le Figaro Magazine et Sud Radio, des scores de Marine Le Pen au premier tour, c'est vertigineux. Le dernier candidat qui a eu des intentions de vote pareilles, c'était François Mitterrand en 88, qui avait fait 34%. On peut même remonter à l'ancien François Mitterrand, celui de la présidentielle de 74, qui avait fait 43%. Quand on fait l'addition Le Pen, Mélenchon, Dupont-Aignan, Lassalle, on est à 55%, c'est-à-dire des forces qu'on va qualifier de tribuniciennes. Par rapport à ce qu'a dit François Pupponi, que je salue, oui, effectivement, je sors de votre question. La question pour Marine Le Pen, c'est pas le vote de protestation, c'est le vote d'adhésion. C'est aussi un vote avant tout d'alternative. L'idée, on le voit dans les enquêtes qualitatives, qu'on ne l'a jamais essayé, pourquoi pas elle ? Elle ne fera pas pire que les autres. Quand on ne participe à aucun gouvernement, quand on voit les élus politiques nationaux s'enfoncer dans cette éclipse du politique, ça la renforce. Maintenant, c'est vrai, ce qui est spectaculaire, c'est qu'on avait fait la même enquête, Philippe et Cécile, en septembre dernier. Marine Le Pen gagne 1 point ou 2 en moyenne, et on voit que cette motion de censure n'a pas fait bouger les lignes. On voit que la structure de vote de Marine Le Pen est une structure, tenez-vous bien, de parti de masse. Quand on fait 27% chez les retraités, quand on est fort partout en dehors des cadres supérieurs et des diplômés où elle est à 15%, ce qui n'est pas non plus ridicule, on peut se targuer d'avoir une base solide, consolidée et qui peut résister à tout, même à des discours d'éditorialistes. Maintenant, ce que le sondage ne dit pas, c'est Marine Le Pen au second tour. Parce que la présidentielle, ce n'est pas une coalition, c'est un nom qui doit remporter 50%. Plus une voix. Regardez ce qui s'est passé dimanche dernier dans les Ardennes, l'élection partielle, où le RN, je ne fais pas des comparaisons entre le RN dans les Ardennes et au national, mais le RN au premier tour fait exactement son score à 1 point près que 2024, et faute de soutien, faute de mobilisation, perd au second tour. J'ai toujours en tête la célèbre phrase de Guy Mollet que Charles Pasqua avait réhabilitée. Au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. Et si cette affaire de motion de censure, chez moi, j'ai entendu des analyses que j'ai parfois même relayées, parce que je me suis dit, comment réagit un électorat âgé, comment réagit un électorat récent du RN à l'idée que le RN renverse un gouvernement, et si elle le payerait plutôt dans cette question du second tour, qui est pour une présidentielle, dans maintenant moins de 2 ans et demi, à qui je confie les clés du pays. Mais c'est vrai que les premiers tours,
quelles que soient les hypothèses, sont absolument impressionnants. Moi, Frédéric, j'ai une question à vous poser, parce que on verra la censure si elle la paye, parce que Marine Le Pen, à mon avis, n'a pas l'intention de s'arrêter. On lit dans un livre ouvert, qu'elle soit au Figaro ou au Monde, elle dit « je censurerai à nouveau tant qu'il le faudra ». Donc moi, les analystes, dans 3 ans, elle paiera la censure. Franchement, je trouve ça assez fumeux. Et vous le savez très bien. Je sais que c'est pas vous qui le dites, mais les conseillers feraient mieux de conseiller mieux le président de la République. Et le deuxième point, c'est ce qui me frappe, c'est la faiblesse des candidats de l'héritage macronien. C'est-à-dire que ce soit Édouard Philippe, la droite ne joue même pas la partie avec Laurent. Mais si, c'est assez faible par rapport à la puissance et au rouleau compresseur, et surtout Gabriel Attal. Ce sondage, s'il est une forme de triomphe... Alors, Attal perd 4 points par rapport à septembre. Je voudrais terminer. Donc, si ce sondage est un véritable triomphe fantasmé, peut-être, pour Marine Le Pen, c'est un désastre pour Gabriel Attal. Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez ? Je serai un tout petit peu moins sévère que vous. C'est vrai que quand on regarde le rapport de force, Marine Le Pen a 11 points d'avance dans l'hypothèse Édouard Philippe avec François Hollande, ou avec Édouard Philippe face avec Olivier Faure pour le PS, 18 points d'avance s'agissant de Gabriel Attal. Gabriel Attal revient à l'étiage de septembre, où il était encore très vu comme l'ancien Premier ministre. Là, il doit trouver, il est moins visible, il doit trouver une nouvelle moyen d'exister auprès des Français. Je vais donner le verre à moitié plein par rapport à vous. Françoise, pour quelqu'un qui n'a jamais fait le moindre signe, faire une candidature présidentielle, à la différence d'Édouard Philippe, 20% comme mesure, c'est pas vous savez qu'il ne fait que ça, tout le monde a compris. Emmanuel Macron de mars 2016 recueillait, vous vous en souvenez, entre 9 et 12%. Mais les chiffres n'ont pas trop d'importance. Vous savez très bien. Il y a une question qui se pose par rapport à votre remarque, Françoise, que je trouve très judicieuse. C'est il y a le bloc central et il y a le socle commun. Nous avons testé 2 candidats, Édouard Philippe et Laurent Wauquiez. Gabriel Attal et Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez n'a pas un score ridicule. Il est même en progression par rapport aux enquêtes précédentes, entre 6 et 8%. Est-ce que le sauf-conduit pour le socle commun, c'est un seul candidat en 2027 ? Bien sûr, ça paraît compliqué. Il y a aussi une dernière dimension qu'il faut avoir en tête, c'est le score très faible du total gauche. Oui. Justement là-dessus, Frédéric, est-ce qu'on est d'accord pour dire que tous les sondages de 3 ans à la présidentielle mettaient Mélenchon très bas et que la campagne des présidentielles lui permettait de finir assez haut ? Est-ce qu'on peut imaginer le même phénomène ? Alors, c'est vrai qu'on peut tout imaginer. Alors, il avait fortement chuté au mois de septembre après des saillies antisémites, et là, il s'est plutôt rétabli. C'est vrai que 12%, pour moi, c'est un socle symbolique. C'est le socle, pour moi, de la gauche radicale. Je le fais même remonter au 21 avril 2002. C'est l'addition, la Guillet, Besancenot, Gluckstein et un bout de Robert Hue. On peut imaginer une bonne campagne de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il sait faire, du vote utile de candidats de gauche qui sont plutôt ratiboisés, et entre le vote communautaire, entre sa capacité à faire campagne, comme disait qui vous savez, sur un malentendu, ça peut marcher. C'est vrai qu'avec une offre électorale extrêmement éclatée, on a un ticket d'entrée pour le second tour, et vraiment, soyons prudents. Ce sondage ne dit absolument pas ce qui se passera en 2027. Il nous renseigne sur la période que nous vivons. Philippe, on sait très bien que dans une présidentielle de rupture, puisque le président actuel ne sera pas candidat, ne sera pas réélu, tout est possible. Frédéric, certains reprochent au Rassemblement national une normalisation qui est parfois, selon ces quelques-uns, arrivée jusqu'à une forme de banalisation. Est-ce que la manière dont le président a exclu le Rassemblement national des discussions ne va pas lui redonner une sorte de lustre de dissidence et de transgression, et en fait lui rendre service? Alors, je dirais 2 choses. D'un côté, je pense que cette banalisation l'aide, parce qu'un RN dans une élection nationale à 34, 35, 38%, ce n'est du jamais vu. Comme c'était du jamais vu les 31% aux élections européennes et les 32% en France métropolitaine aux élections législatives. Mais c'est vrai, et je reviens sur ce qu'on a dit avec François Pupponi, la force du RN, c'est un vote d'alternative, ce qu'on n'a jamais essayé. Et si la stratégie du président, c'est faire avec tout le monde, sauf le RN à droite et LFI à gauche, ça peut peut-être aider ces 2 formations. Moi, je trouve que le score de Mélenchon, et comme on dit sur ce qu'a dit François, c'est pas un score infamant, loin de là, même si, aujourd'hui, il ne rassemble que un électeur Mélenchon sur 2 du 10 avril 2022. Allez, on part au 0826 300 300. Bonsoir François.
Bonsoir. Il y a beaucoup de François et de Françoises aujourd'hui. Excellent, c'est parfait. On va vous appeler François Dabi et François Bilger et Françoise de Minibus, ça ira bien. Il y a le pape François aussi. Alors, Il y a qu'est-ce le que vous qui arrive en Corse. Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez, François, de ce sondage avec Marine Le Pen qui navigue entre 35 et 38% des sondages, des suffrages? Vous savez, elle peut toujours naviguer tant qu'elle n'aura pas la majorité au premier tour. On va passer au second tour et au second tour, tout le monde va s'allier et ça va faire patatras comme d'habitude. Elle ne gagnera jamais. Même le centre droit, le centre gauche et la gauche extrême vont s'unir et ça fera une majorité. Et voilà, quoi, elle ne gagnera jamais. Et ça, il faut le comprendre. Tant qu'elle n'a pas compris ça, on n'y arrivera jamais. Quoi. Moi, le scénario j'adore François parce que moi, le scénario de cauchemar que je vois, et il se lit entre les lignes en filigrane dans les rapports de force, qui est pour moi un scénario de cauchemar. Frédéric Dabi, je le teste. On connaît la capacité de Jean-Luc Mélenchon en campagne. À 12%, Jean-Luc Mélenchon, il enclenche toujours le vote utile. C'est-à-dire, il embraye, il déroule. C'est le meilleur d'entre tous. On peut dire ce qu'on veut. Je le critique tellement et je suis tellement opposé à lui. C'est le meilleur aujourd'hui en termes d'histoire, en termes d'éloquence, en termes de puissance. Je mets au défi qui que ce soit. Des aveugles, les bornes seront. Il n'est pas que borgne, il est vraiment très puissant, dramatiquement puissant. Et la réalité, c'est que ce que je vois arriver en siphon, véritablement, il a fait 22 la dernière fois. Je peux voir arriver un second tour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que je vois, moi, dans votre sondage, Frédéric. Et surtout, convaincu. Pensez-vous qu'il y aura seulement Non, mais je veux qu'il réponde à cette question. Je rajoutais une question à la vôtre. Alors, allez-y, répondez. Non, sur le second tour, Le Pen-Mélenchon, franchement, Le Pen-Mélenchon, je le vois gros comme une patate dans votre sondage. Oui, mais ça ne me paraît pas impossible. Moi, je rappellerai qu'en 2017, oublions 2022, un second tour Mélenchon-Le Pen n'était pas impossible quand on a vu quelle force entre 20 et 23%. Et on se souvient de 2022 où Jean-Luc Mélenchon a échoué au second tour à 400 000 voix. Surtout si le socle commun, si le camp des candidats, des partis de gouvernement se fracture, se fissure. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une double candidature Attal et Édouard Philippe. C'était la question que je voulais poser. C'est ça, c'est une super question. Pardon, mon cher. Non, c'est bon. Non, mais c'était la même question. Non, mais Frédéric, du double candidature, c'est possible? Ça, c'est absolument pas impossible. C'est pas synonyme de défaite. On a souvent eu des candidatures RPR, UDF, on s'en souvient, qui ont été synonymes parfois de victoire, mais c'est vrai que ce serait sans doute très compliqué pour le socle commun. Mais n'oublions pas qu'on est très loin du vote et que ce sondage, je préfère le répéter, nous renseigne sur la période que l'on vit, qui est une période extrêmement incroyable, ne serait-ce que s'agissant de la colère et de l'indifférence des Français, sentiments mêlés, que sur ce qui se passera en 2027, où bien sûr on ne sait pas. Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP et co-auteur avec Brice Sokol du livre Parlons-nous tous la même langue. Et on aimerait en ce moment qui a reçu le prix Edgar Faure de l'œuvre engagée au Sénat. Merci mille fois d'avoir été avec nous. En attendant, on part au standard avec Wendy qui nous appelle de Béziers. Bonsoir Wendy. Bonsoir Wendy. Bonsoir. Comment ça va Wendy ? Très bien. Je suis hyper contente de vous avoir. Nous aussi, on est très contents de vous avoir. On avait dit avec Philippe, on aimerait bien avoir une Wendy. On l'a. On est très contents. On va regarder ce que vous avez gagné, Wendy. Très bien. Ma chère Wendy, vous avez gagné, grâce au Grand Sapin Sud Radio de Noël, votre carte cadeau d'un montant de 200 € pour vous offrir des bracelets Le Vent à la française. La marque de bracelets mix d'excellence à la française, 100% français, des matières confectionnées à la main, des garanties à vie, ajustables, personnalisables. Bref, vous allez pouvoir aller sur le site internet leventàlafrançaise.com, choisir votre joli cadeau et vous allez pouvoir vous le faire offrir à Noël. En tout cas, vous l'offrir tout seul ou peut-être l'offrir à quelqu'un. Vous faites quoi dans la vie, Wendy ? Je suis gestionnaire fraude. Gestionnaire fraude. Oui. Il faudrait que vous veniez pour le qui c'est qui l'a dit. J'ai une piste. Il faudrait que je vous donne le numéro de compte de Philippe David. Parce que il y a des trucs que je comprends pas parfois. Je sais pas. C'est bizarre. C'est louche. Il mange beaucoup, il maigrit. Vu sa voiture, tout ça est louche. Je me dis qu'il y a un problème. Wendy, ne la croyez pas. Wendy, vous nous écoutez souvent, j'imagine. Oui, je vous écoute tous les soirs sur la route du retour du boulot. C'est ça qu'on aime chez vous en tout cas. On est ravis de vous offrir ce très joli cadeau. Merci d'avoir en tout cas tenté votre chance avec nous. Dans un instant, à très bientôt Wendy. Dans un instant, François fera son entrée face au lion
qui c'est qui l'a dit, Françoise de Gois, Philippe Bilger, François Pupponi, du François de la Françoise. Par kilo. Et alors, ça vous, la jalousie, la meurt, regardez. C'est pas beau, la jalousie, Cécile de Ménibus. Vous êtes un commun, vous êtes appelés tous par c'est vrai, c'est affreux. François en France, là, on y va. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix et merci de nous accueillir où vous êtes toujours entre 17h et 19h et merci de votre fidélité à toute la grille d'ailleurs. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gois, François Pupponi et François de Nîmes. Décidément, on n'a pas beaucoup d'inspiration au niveau des prénoms aujourd'hui. Mon cher François de Nîmes, vous pouvez lancer le jingle s'il vous plaît ? Allez, mesdames et messieurs, le jeu est lancé. Voilà, c'est clair. Le quiz de l'actu. Le quiz de l'actu, peut-être pour vous, mon cher François, avec un qui c'est qui l'a dit à 2 points. Entre Pornhub et l'école, moi j'ai choisi l'école. C'est la ministre de l'Éducation. Bien, Anne, je sais. C'était ce matin sur Sud Radio, marqué 2 points, François. C'est ça. Il est bon ce François. Ben, il est François, qu'est-ce que tu veux, François, Qui c'est qui l'a dit, François, à 2 points. Plus Jean-Luc Mélenchon crie, moins on l'entend. Facile. François. Ah, c'est Gabriel Attal ? Olivier Faure. Bonne réponse. C'est moi qui l'ai dit en premier, c'est pas la peine. Je discute plus. Toute façon, François a tout raison par principe. Non, arrêtez de faire votre victime, là. Je l'ai vraiment dit en premier. Je l'ai dit avant. Vous êtes toujours victimaire en fait, c'est ça qui est quand même intéressant. Non, mais je ne discute plus lorsque la cause est perdue d'avance. Regarde comme il se retourne. Mais quel jésuite vous faites. Vous avez été élevé chez les jésuites. On perd du temps. Qui c'est qui l'a dit un point sur la lutte contre le narcotrafic? Les grands discours de cow-boy ne vont pas changer quoi que ce soit. François. C'est pas le Premier ministre ? Non. Sandrine Rousseau ? Bonne réponse de Françoise de Gois. C'est Sandrine Rousseau. C'est combien de points là ? Ça fait 3 points pour vous, 2 pour François. C'était que 1 point Sandrine Rousseau ? Oui, parce que vous achetez pas cher Sandrine Rousseau. Qui c'est qui l'a dit à 3 points, François ? On aurait pu mettre du négatif dessus. Qu'est-ce que vous êtes méchante de Ménibus ? Qui c'est qui l'a dit à 3 points, François ? La censure est toujours une décision lourde, mais elle a clarifié la situation politique. Facile. François. François Hollande. Bonne réponse de Françoise de Gois. Il va vraiment changer de prénom parce que c'est plus possible. On sait plus qui gagne et qui joue. Comme on surfe à gauche, je suis incollable en fait. Question qui c'est qui l'a dit 2 points. Les enjeux du pays, c'est faire que quand mes filles sortent le soir, je n'ai plus la trouille. François. Oh là, c'est compliqué ça. On l'a reçu dans Les Vraies Voix il y a quelques semaines. C'est un maire. C'est Ménard, non. Ça finit pareil. Ménard. Carib, le maire de Saint-Ouen. Boiran. Non. Boiran. Non. Ça rime. Lisnard. Bien sûr. 2 points pour Françoise de Gois. On est à combien ? J'ai entendu tout à l'heure. Vous êtes mené, c'est bon, on va pas vous répéter votre nombre de points à chaque fois. Si, j'aime. Arrêtez, on dirait Jean-Luc Mélenchon. On dirait Sébastien Ménard. Qui c'est qui l'a dit, François, à 3 points ? Qui c'est qui l'a dit sur les législatives ? Cette alliance des contraires a mis le pays dans le chaos. François. Villepin ? Non. Macron. Non. Gabriel Attal ? Non. C'est un chef de groupe parlementaire. Ouais. Ah, Olivier Marleix ? Non. Du Sud. Wauquiez. Du Sud. Du Sud, Ciotti. Bonne réponse de François Pupponi. Allez, la dernière. Toujours. Allez, la petite dernière. Qui c'est qui l'a dit 2 points sur l'option ni 49.3 ni censure. C'est un engagement ahurissant. C'est un contournement de la Constitution. C'est du rodéo. Le Pen. François. Oui. Pensez au sondage. Bonne réponse de Marine. Et voilà. Qui ça Eh bien écoutez, c'est Françoise de Gois 8 points, François Pupponi 5 points, François de Nîmes 2 points. Et je constate que quand on est une gestionnaire de fraude, Philippe Bilger prend un 0 pointé. Je dis ça, je dis rien. J'adore.
Vous avez pas pu frôler aujourd'hui. C'est incroyable. Ils étaient dans l'œil du cyclone. J'ai frôlé 2 fois la réussite. Non, honnêtement, c'est marrant de vous voir tous les deux. Vous étiez sous surveillance ce soir. Il n'y a rien. 0 plus 0, la tata Toto. Allez les amis, en tout cas on vous retrouve dans quelques instants. En attendant le journal à suivre avec le bulletin météo avec Rémi André et le coup de gueule de Philippe David. Il était une fois dans la ville de Foix un marchand de foie qui vendait du foie. Et je dis ma foi, c'est la première fois. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est un plaisir de vous accompagner tous les jours où que vous soyez. Oui, au 0826 300 300. Aude vous attend si vous bien sûr vous voulez commenter l'actualité. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Oh, je vais parler foie, mais un foie que les Français, enfin une immense majorité de Français adorent. Ouais. Je vois. Je vais gueuler quand même. J'ai un signe. J'ai une image, en tout cas, dans les yeux. Quoi qu'il en soit, 0826 300 300, vous laissez des messages, on va les écouter. Richard Comensac dans le 40. Le gouvernement actuel veut à tout prix éliminer les extrêmes pour recommencer droite contre gauche comme au bon vieux temps. Malheureusement, pour de nombreux électeurs, ce bon vieux temps n'existe plus. Et les gouvernements qui se sont succédés et le gouvernement actuel paient aussi leurs erreurs passées. En fait, ce sont eux qui ont fortifié les extrêmes. Ce n'est que mon avis. Bonne journée. Vous avez entendu ce que dit Richard quelque part. Le dernier sondage IFOP pour Sud Radio le prouve. Le score des deux partis historiques PS et LR est quand même devenu résiduel, Philippe Bilger. Oui, bien sûr, c'est le résultat de la politique d'Emmanuel Macron qui, à force de vouloir dépasser la politique classique, a donné de la force à ceux qui ont déni finalement le registre conventionnel. Alors le score de la présidentielle, ok, moi je l'entends, on est très loin. Il faut regarder le score parlementaire car nous rentrons dans le parlementarisme désormais. Nous sommes dans un moment du parlementarisme et dans ce moment-là, eh bien le PS se maintient plus que mieux et les LR finalement sont pas si mal avec une 40aine de députés. Donc moi j'entends ce qu'il dit. Le danger, c'est effectivement de faire renaître l'UMPS, ok, dans un accord de gouvernement. C'est le danger si ça rate. Mais c'est aussi peut-être le médicament contre les deux tours jumelles d'extrême, c'est-à-dire LFI et le RN, si ça réussit. Donc c'est vraiment un pari en réalité, hein, c'est vraiment un pari politique pur. Voilà, c'est ce que je veux dire. Le problème, c'est que le président de la République a voulu, dès 2017, il avait conceptualisé ça, exploser le vieux monde, tuer les partis traditionnels. Il voulait faire tomber les tours jumelles, c'était son expression. Pour qu'il y ait quelque part que les hommes politiques se disent, après les hommes et les femmes politiques se disent, on va tous travailler ensemble dans l'intérêt du pays. On voit bien que ce qui reste des partis traditionnels n'y arrive pas. On attend les jours qui viennent, mais on verra bien. Par contre, il a réussi à faire émerger deux extrêmes très fortes. Moi, j'avais jamais pu imaginer qu'il y aurait plus de 100 députés avec le scrutin que nous avons, RN à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, il est en train de faire émerger ça avec un risque, comme on disait tout à l'heure, François, je le disais, d'un deuxième tour Mélenchon-Le Pen. Sauf si ça réussit, sauf si ce qu'il est en train de monter réussit. Sauf si ça réussit. Mais sincèrement, plus on y va, plus c'est un pari. S'il le perd, alors je suis inquiet pour l'avenir du pays. C'est-à-dire qu'on perd tous, en fait, en réalité. C'est-à-dire que tous les gens qui seront dans cette coalition, en réalité, qui peut être de centre-gauche, centre-droit, gauche, centre-gauche, centre-droit, social, écologie et modem et centre-droit, si ce pari-là est perdu, eh bien c'est un désastre démocratique. Voilà, juste, pourquoi on risque de le perdre? C'est que moi je suis convaincu que l'EPS ne quittera jamais LFI, là, pour une raison simple, c'est que s'ils quittent LFI, ils perdent leur municipalité. Voilà. Non, alors je ne suis pas d'accord avec ça. Je sais, mais c'est mon analyse et je pense que le risque, il est très fort pour eux. Et d'ailleurs, localement, LFI fait monter la pression auprès des maires en disant on va y aller contre vous et on va vous battre. Sauf que je vais répondre à ça. Je veux juste dire que c'est théoriquement vrai, mais dans le papier, c'est faux. Regardez par exemple Payan qui écrase de l'Ogu et ça sera pareil à Paris. On en reparlera tout à l'heure, en l'occurrence dans un instant. Le coup de gueule de Philippe David. C'est une fois, un foie. Poêlé, mi-cuit, cuit. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pousser un coup de gueule sur le foie gras, mais pas dans le sens que vont apprécier certains écologistes. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et avec Philippe David est très entouré, bien entendu, de François Pupponi, Françoise Degois et François Bigère. Et Françoise de Ménibus. C'était mon frère. Et Françoise David, c'est ta sœur en plus. C'est ma sœur, Françoise, qu'on embrasse, qui écoute les vraies voix tous les soirs. Salut Françoise, on vous embrasse. C'est vrai que c'est un sacré karma d'avoir ça comme frère, je comprends très bien, mais bon. Allez, tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un grand village situé à deux extrémités de la France, le sud-ouest et l'Alsace. Pourquoi ? Parce que ces deux magnifiques régions sont les principales productrices de foie gras en France. Un foie gras, qu'il soit d'oie ou de canard, produit par des agriculteurs et des transformateurs qui aiment passionnément leur métier et qui sont victimes en cette fin d'année d'une campagne de L214 pour que les mairies ne les mettent plus au menu des repas de fin d'année des aînés ou lors des cocktails de vœux en début d'année. Une demande déjà validée depuis plusieurs années par des villes comme Lyon, Nantes, Strasbourg, Bordeaux, Poitiers, Grenoble, Villeurbanne ou encore Pessac. Et je n'en peux plus des oukases visant à nous interdire, pour ceux qui ont le moyen d'en mettre sur leur table, de manger du foie gras, produit délicieux et faisant partie de notre patrimoine culinaire. Quoi de meilleur qu'une tranche de foie gras mi-cuit sur une tranche de pain avec une touche de compote et de figues? Quoi de plus fabuleux qu'une tranche de foie gras poêlé accompagnée de pommes sarladaises? Quoi de plus convivial que des petits toasts de foie gras en buvant l'apéritif sur une table réveillon avec familles et amis? Et ces maires qui boycottent le foie gras pensent-ils aux agriculteurs éleveurs de canards et d'oies violemment frappés à plusieurs reprises par la grippe aviaire dont le cheptel a été abattu plusieurs fois pour certains et qui se battent avec les banques pour survivre? Pense-t-il aux usines de transformation qui, si on arrête de consommer du foie gras, vont mettre des milliers de salariés au chômage? Que vous vouliez être vegan, grand bien vous fasse, et vous avez totalement droit de l'être, mais laissez ceux qui veulent vivre en mangeant autre chose que du tofu et du quinoa faire ce qu'ils veulent. Comme disait Georges Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français. En choisissant le coup de gueule du jour, Cécile de Ménibus a eu cette phrase qui restera dans l'histoire des vraies voix: le gras c'est la vie. Merci Cécile, et je vais la mettre en pratique pour aider nos producteurs et vous donner le plaisir en 2025 de continuer à m'appeler Culbuto. Allez, bon appétit. Bravo. Oui. Il faut absolument défendre le foie gras. D'ailleurs, j'en ai mangé un très bon hier. J'étais ce week-end un peu anticipé. J'étais ce week-end en Alsace là, pour visiter les marchés de Noël, et c'est vrai que un foie gras d'oie. C'est fabuleux. En texture. C'est bon. Exceptionnel. Alors, moi, je préfère le canard parce que je suis de là où je suis. C'est plus goûteux. Après, bon, je suis une enfant du sud-ouest. Hein. On est de la même vallée pyrénéenne, haute-pyrénéenne, Philippe David et moi. Donc, on sait ce que c'est le foie gras fabriqué en plus par le petit producteur de montagne. On connaît par cœur. Mais je me pose quand même la question. Le foie gras, c'est un foie malade. On a le droit de s'interroger. On a le droit de s'interroger sur la souffrance animale. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais je comprends que moi, aussi sûrement, je veux dire que les gens ont le droit de manger du foie gras, aussi sûrement des maires ont le droit de vouloir l'interdire. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends absolument qu'on puisse... Vous avez vu comment on gave les oies, vous avez vu comment on gave les canards. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans le bien-être des animaux, c'est vrai, mais n'oublions jamais que nous rendons un foie malade pour le déguster. Ça, c'est un vrai sujet, on peut se poser la question. Voilà, j'entends votre coup de gueule, mais moi, le bémol que je mets, c'est que on a le droit de s'interroger sur la souffrance qu'on fait subir aux animaux. Et on a le droit aussi de l'interdire. La question, moi, j'adorais les ortolans. Oui, mais quel enfer, les ortolans. La question est de dire, est-ce qu'il faut interdire ou ne pas en manger? Moi, je ne suis pas pour l'interdiction parce que je sais très bien... De prendre la décision de dire, nous, on n'en mange pas pour telle et telle raison, mais peut-être de l'interdire. Moi, c'est très fort. Enfin, les Américains font ça. En Californie, il est interdit dans plein d'endroits. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que les mouvements activistes sont très puissants. Et donc, évidemment, ils existent aussi en Europe. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, mais si je peux me permettre, on commence par le foie gras, on va continuer avec l'abattage rituel. Voilà. Globalement, c'est des gens qui veulent changer la manière que l'on a de vivre et qui vont à chaque fois trouver une bonne excuse. C'est vrai que le foie gras, oui, c'est un gavage d'oie et que c'est pas... Quand tu réfléchis, il a un moins bon goût, si tu veux, le foie gras. Quand tu réfléchis à la façon dont tu l'obtiens. Quand on est contre la souffrance animale, on va nous dire un jour, il faut plus tuer d'animaux parce que quand on les tue, ça fait... Non mais François, on voit bien comment... Moi, je me rappelle, et sur l'abattage rituel... Là, tu connais par cœur, ça. Et à l'époque, pourquoi le gouvernement avait refusé de voter cette fameuse loi sur l'étourdissement? C'est que tous les imams
imams et les rabbins étaient venus nous voir en disant si vous étourdissez la bête avant, ce n'est plus ni halal ni cachère. Et pourquoi le gouvernement a refusé? C'est parce que tous les agriculteurs sont venus nous voir en disant mais nous, si on peut plus vendre des viandes qui vont devenir halal et cachère, on est mort. Alors, parce que les imams et les rabbins nous disaient on ira acheter la viande ailleurs. C'est un vrai sujet de savoir combien de temps on peut manger de la viande à ce point avec tout ce qu'on entraîne. L'info en plus de Félix Mathieu. Merci beaucoup. Les vraies voix Sud Radio. Et aux États-Unis, le patron d'une compagnie d'assurance santé a été assassiné et l'engouement autour du suspect provoque un malaise au plus haut sommet de l'État. Oui, le directeur général d'United Healthcare, le principal assureur santé des États-Unis, abattu la semaine dernière à New York et après l'arrestation du suspect de 26 ans, 5 jours plus tard, la police a retrouvé une sorte de manifeste dans lequel il dénonce sur plusieurs pages l'injustice du système de santé de son pays qu'il juge inefficace et coûteux. Il y traite aussi les assureurs de parasites. Or, dans les heures et les jours qui ont suivi, beaucoup d'internautes américains ont partagé des publications. Beaucoup d'internautes, américains ont partagé des publications en lien avec lui, avec cet homme, comme fasciné, voire touché par une sorte de sympathie pour lui, pour le suspect, pour l'assassin. Sa compagnie d'assurance a même dû fermer son registre de condoléances en ligne, vu les milliers de messages d'internautes venus ironiser, troller, comme on dit, avec de faux messages de condoléances ironiques, parodiant les formules des lettres de refus de prise en charge par les assurances santé. Alors même la Maison-Blanche a fini par réagir par la voix de sa porte-parole, Karine Jean-Pierre, qui dénonce cet assassinat. This is horrific. Violence to combat any sort of corporate greed. Bien entendu, c'est atroce. La violence pour combattre quelconque cupidité des entreprises est inacceptable. Je ne m'avancerai pas plus, je vais laisser l'enquête faire son chemin et je ne vais commenter aucun manifeste ou toute autre chose qui serait révélée, explique la porte-parole de la Maison-Blanche. Réaction de la présidence, car des sociétés de veille sur Internet se sont alarmées d'une recrudescence, donc des messages glorifiant cet assassinat sur le web aux États-Unis, messages allant même parfois jusqu'à en appeler à de nouveaux actes de violence de ce type. Incroyable. C'est fou. C'est très américain quand même. La magie, ça existe autour de Criminel en France, mais c'est incroyable. Oui, mais là, moi je suis bien entendu. Je condamne ces assassinats, mais en fait, l'assassin présumé, est issu d'une très bonne famille. Oui, quelqu'un qui a des moyens. Et en fait, il a épousé le combat de ceux qui dénoncent l'attitude des assurances, qui lorsque vous êtes hospitalisé et que vous avez payé votre assurance, vous avez la facture, et que l'assurance passe son temps à refuser de payer. Et donc il y a quand même un rejet de la part des Américains de ce système-là, ce qui justifie en rien, mais qui explique. Sur les réseaux sociaux, le soutien massif des dizaines de milliers de personnes qui sont venues soutenir l'assassin. Très court, Françoise. Très court, en disant que c'est un système absolument ignoble. Maintenant, en plus de ça, c'est quasiment remplacé par l'intelligence artificielle. Vous savez si vous avez droit ou pas à de la chimio. C'est complètement dingue. Je veux dire, il y a une injustice aux États-Unis devant la maladie grave, dans le domaine de la santé. Et encore une fois, comme François, je justifie rien, mais je comprends la haine qui peut monter quand vous êtes obligé de ne pas pouvoir acheter votre chimio parce que de toute façon votre assurance vous dit ça ne sera pas remboursé. Bien que vous ayez payé l'assurance. Mais en plus en ayant payé l'assurance. En tout cas, moi je voulais revenir sur un point par la voix de la porte-parole Karine Jean-Pierre. Karine Jean-Pierre. Voilà, alors elle répond Karine François. oui, c'est ou François Jean-Pierre. Vous vous rendez compte, vous êtes américaine, vous appelez Karine Jean-Pierre. C'est comme Michaël Jean, la gouverneure du Canada, qui s'appelle Michaël Jean, j'adore. Karine Jean-Pierre, moi j'adore. Elle est haïtienne, donc un peu française. Oui, c'est ça. On peut le dire comme ça. Absolument. Les amis, dans quelques instants, la suite de cette belle émission avec tous ces grands talents avec nous, avec le tour de table de l'actu des vraies voix et avec Philippe Bilger. On parle de quoi, le tour de table? On parle de vidéos bêtes qui rendent les gens bêtes. Ah, très bien. Je vais embrayer sur les vidéos débiles de TikTok avec le nouveau jeu. Si tu bouges, t'es gay. C'est complètement lamentable. Moi non plus, mais... Moi, je voulais parler d'un événement mondial, c'est la visite du pape en Corse. Il est fort, les mecs d'Ajaccio. Non, mais il est vraiment très, très fort. Je suis étonné qu'on ne l'ait pas vu à Notre-Dame. Non, mais il est vachement fort. C'est parce que comme il est allé en Corse, il ne peut pas... On ne peut pas tout faire. Allez, on fait une petite pause. Ça, on peut le faire, ça c'est sûr. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Chers amis, merci en tout cas de votre fidélité. Merci d'être avec nous tous les jours de 17h à 19h, de nous accompagner. Nous sommes en retour très heureux de vous accompagner aussi, où que vous soyez, avec Philippe Bilger comme tous les jours, Françoise Degois et puis François Pupponi. Aujourd'hui, Philippe David. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Dans quelques instants, vous pourrez admirer nos plus belles créatures. Mais vous fumez, monsieur. C'est aussi peu plausible que lorsque vous me comparez à Rocco Siffredi. Le tour de table de l'actualité. Philippe Bilger, les vidéos bêtes rendent-elles bêtes? C'est un sujet très sérieux parce qu'on s'est rendu compte que l'expression pourrissement du cerveau est devenue l'expression la plus emblématique outre-Manche. On a mis en évidence le fait que lorsqu'on regarde systématiquement des vidéos bêtes, on crée un pourrissement du cerveau. Et ça peut inquiéter sur le plan de la personnalité. Alors, en ce qui me concerne, pour rien au monde, si on ne regarde que des vidéos bêtes, c'est dramatique. Mais si on regarde des vidéos bêtes avec d'autres choses plus intelligentes, plus élaborées, il n'y a pas trop de risques. Il y a un bon équilibre. Françoise Degois. Mais c'est sérieux, hein, tout de même. Et si vous avez remarqué que les vidéos bêtes sont hypnotiques. C'est-à-dire que vous les regardez les unes derrière les autres, c'est hypnotique. Ah, je sais pas, moi je les regarde absolument jamais. Moi je suis en train de... Alors, est-ce que dans les vidéos bêtes, il y a des vidéos de chats ? Parce que les vidéos, moi je ne sais pas quelles sont les vidéos bêtes. Moi par exemple, je peux rester de façon hypnotique. Il y a un site sur Insta qui s'appelle, que vous connaissez Cécile certainement, African Conservation, où il y a l'ensemble des animaux d'Afrique. Je peux rester, je vous jure, 1 heure à contempler les guépards, les éléphants qui arrivent, les éléphantaux qui jouent, etc. Mais c'est pas cette forme de bête dont on parle. C'est pas cette bêtise-là, d'accord. Parce que ça c'est une forme d'addiction aussi, c'est ce que je voulais dire. Et vous, les vidéos bêtes, vous en regardez beaucoup, François Pupponi? Oui, parce que quand à un moment vous êtes un peu fatigué, vous commencez à accrocher sur TikTok ou sur d'autres Insta, et en plus, plus vous en regardez, plus vous en envoie, et plus elles sont bêtes. Et le problème, c'est que ça abêtit les gens, effectivement. Mais moi, ce qui me sidère, c'est d'abord que les gens mettent tout ça sur les réseaux sociaux. Enfin, les gens s'exhibent en permanence. Qu'on les regarde, donc une espèce de voyeurisme, et qu'on ne réfléchit plus. Voilà, on est arrivé ainsi. Alors bon, nous on arrive parfois à prendre un peu de recul, mais je suis très inquiet pour les jeunes générations qui ne vivent qu'avec ça. En tout cas, moi, pour relever un peu je suis quand même halluciné de voir l'humour des Français. Hein, pardon, parce que il y a quand même des vidéos qui sont très drôles. Il y a des tweets qui sont drôles, des comptes parodiques. Il y a des tweets extraordinaires. Il y a des créateurs exceptionnels. Il y a des gens sur Twitter dont je guette vraiment. Quand même. Je guette les réactions. Robert, par exemple, ce compte de Twitter Robert Robert la police me fait hurler de rire. Il est dans l'absurdité totale. Au début, j'avais pas compris. Corse machin. Corse machin. C'est pas mal. Non, franchement, et honnêtement. Super Mulot. Franchement, Super Mulot. Sur Mulot News est terrible parce que j'ai failli me faire avoir 3 ou 4 fois. Et puis, évidemment, voilà, j'allais le dire. Si vous avez le cafard, sérieusement, allez voir le Gorafi. Et dans le sud-ouest, il y a la dèche du midi aussi. La dèche du midi. Le Gorafi, allez-y, où que vous soyez, regardez le Gorafi. C'est le seul, le jour de l'inauguration de Notre-Dame, qui dit Emmanuel Macron s'est engagé à reconstruire Michel Barnier. C'est hors du commun. Voilà, le Gorafi, c'est extraordinaire. Enfin, je les salue parce que. Tu les connais, les Gorafi? Non, je les connais pas, j'aimerais bien les connaître. Mais Robert la police, vous les connaissez? Oui, il est très sympa. Et dites-lui de ma part, j'adore, je suis fan de son compte. À chaque fois, je vais voir, il est absurde. Il est totalement absurde. Il travaille dans la santé. C'est une très chouette personne. Écoutez, vous saluez de ma part. À côté d'Avignon. Voilà, très bien. On l'embrasse. François Pupponi, la visite du pape en Corse, c'est important. C'est important parce que d'abord, c'est une reconnaissance pour l'île, qui est une île très croyante. Il y a énormément de ce qu'on appelle des confréries en Corse. Pardon, vous y croyiez au moment où ça a commencé les négociations? Est-ce que c'était... Alors, moi, j'étais en Corse. Oui. Et la Corse est petit, on se connaît tous. Et effectivement, quand le bruit a couru, on a appelé le vicaire général de l'évêché d'Ajaccio, qui est un ami, et qui nous a vite confirmé qu'effectivement, c'était sérieux. Bon. Et donc, très très vite, les choses sont mises en place. Bon. Et donc, là, il y a un engouement populaire et exceptionnel. Et ça permet d'ailleurs à la Corse de redécouvrir son histoire. Parce que ce que ne savent pas les Corses, et beaucoup de Français d'ailleurs, c'est qu'il y a la garde papale, les Suisses,
mais que autour de Rome, des rues de Rome, le pape Clément VIII avait demandé aux Corses de constituer une brigade de gendarmerie. Et en fait, il y avait la garde corse papale. Dans le Borgo, et vous les retrouvez dans le Borgo, c'est-à-dire que vous avez le Vatican et vous avez une toute petite rue magnifique qui s'appelle le Borgo. Et là, j'adore aller me balader, il y a les Corses. Et pourquoi les Corses ont vraiment disparu de la garde papale? C'est parce qu'il y a eu une bagarre avec des Français. Ils ont tué un Français, bon, ça arrive. Et donc ça a créé un incident diplomatique. J'adore. Et Louis XIV, pour régler la problématique, a dit au pape, vous séparez les Corses, je ne veux plus les voir. Déjà sous Louis XIV. C'est bien ce que vous provoquez en fait. Voilà. Et donc, ce qu'on espère tous à ce voyage, c'est qu'il y aura un engouement pour la Corse, la langue corse, il y aura des chants corses, etc. L'hymne corse, ça s'appelle le Dio vi salve regina, c'est Dieu sauve la reine, qui est l'hymne des Corses et de Pascal Paoli, va être chanté devant le pape. Et donc, il y aura quand même un aspect très nationaliste à la visite du pape aussi. Philippe Bilger, vous voulez réagir? Philippe Bilger, c'est formidable. Oui, Pascal Paoli. Il faut que tu te taises jamais. Bien sûr, et la Corse est fantastique. Mais non, c'est ce que Pasqua disait. En Corse, les morts ne votent pas. Nous ne faisons qu'accomplir leur dernière volonté. Vous connaissez l'histoire, donc il y a une élection où il y a 200 électeurs et puis il y a 300 votants. Donc la gendarmerie fait une enquête et va voir une femme en disant: Madame, votre mari est venu voter, le mari étant mort. Voilà. Et la femme lui dit: le salaud, il n'est pas venu me dire bonjour. Non mais moi j'adore Moi j'embrasse tous mes amis corses. J'adore François Pupponi pour ça, parce que repartir sur Pascal Paoli, on ne parle jamais de Pascal Paoli alors que c'est un mec absolument exceptionnel. Et qui a inspiré la Constitution américaine. Mais bien sûr, c'est un type d'une puissance en fait intellectuelle qui est complètement incroyable. Il me fait beaucoup penser à Garibaldi en fait, en réalité, sur la capacité d'inventer une nation ou d'inventer. Non, c'est très fort. Bravo. Et juste la petite anecdote, le pape va faire une messe sur un lieu dit, une place qui s'appelle le Casone, sous la statue de Napoléon. Et quand on se rappelle le fameux problème quand Napoléon a pris la couronne au pape pour se couronner lui-même, voilà, c'est un petit retour de l'histoire qui plaît beaucoup à certaines personnes. Vous m'expliquerez quand même, comment il a fait votre évêque là, parce qu'il est quand même, l'évêque est très fort, il est adoré et adoubé par le pape. Il est nommé cardinal et on lui prédit un avenir, y compris papal. Mais ça veut dire qu'il y a un service d'ordre, de sécurité. Alors la ville va être sous tutelle, sous cloche le dimanche. Seuls 2 avions vont atterrir à Ajaccio, l'avion du pape et l'avion de la République française, puisqu'il va falloir, comme c'est une visite d'État, il va falloir que quelqu'un, on ne sait pas qui, vienne accueillir le pape le matin, pour l'accueillir en tant que chef d'État. Michel Barnier. C'est peut-être Michel Barnier ou on verra qui. Et le soir, il y a une rencontre prévue à l'aéroport d'Ajaccio entre le président de la République qui viendra le soir saluer le pape à l'aéroport d'Ajaccio. Ah d'accord, ok. Non, c'est grandiose. Ce qui est en train de se passer est grandiose, je trouve. Je vais vite, moi. Oui, parce que c'est moins sympa. J'aurais bien aimé continuer avec François Pupponi sur la Corse, parce que franchement, est-ce que j'ai envie de parler de TikTok? Ce jeu débile qui est en train d'envahir toutes les cours de récré du monde, mais quand je dis toutes les cours de récré, c'est pas simplement les cours européennes. Ça se passe au Japon, ça se passe aux États-Unis. C'est le nouveau jeu débile qui a été en plus popularisé par Zlatan, qui en a fait une vidéo, qui s'en est emparé. Si tu bouges, t'es gay. Alors le jeu est tout à fait simple. Vous êtes dans la cour de récré, vous êtes assis comme ça, et le premier qui bouge, il est gay. Et donc t'es gay, t'es homo, etc. Et donc vraiment là, il y a une sorte de levée de bouclier, mais pas des associations LGBTQ, pas simplement des psychologues, de tout le monde. On ne peut pas utiliser cette stigmatisation. Alors au XXIe siècle, dans les cerveaux des enfants, et véritablement la débilité des stars comme Zlatan, que j'adore comme footballeur. Mais qui est lequel Zlatan? Ibrahimovic, que j'adore vraiment comme footballeur, mais qui a repris sur sa vidéo, donc déjà c'était devenu viral, qui a repris ça à son compte. Si tu bouges, t'es gay. C'est délirant en termes de stigmatisation. Et les mômes en fait se rendent même pas compte. Ah oui, gay, ça veut dire que forcément vous êtes gay, ça veut dire que c'est un défaut. Et donc il faut faire quand même très très attention. Et vraiment, je redis TikTok. Non mais c'est grave TikTok. Mais en fait, c'est d'une bêtise. C'est stupide. Alors après, vous avez des challenges de la vous avez eu plein de challenges
mélanges géniaux qui se diffusent, etc. Mais sérieusement, qu'est-ce qu'on fait avec TikTok? Parce que je peux pas imaginer que TikTok invente ça et qu'il n'y ait pas des motifs culturels derrière. C'est pas possible. À qui appartient TikTok? En partie à la Chine, bien sûr. Oui. Donc, est-ce que c'est un moyen aussi une forme d'offensive culturelle sur nos valeurs? C'est tout à fait possible. Aussi. Merci en tout cas Françoise d'en avoir parlé. Vous restez avec nous dans quelques instants. La suite des vraies voix, retour sur une nouvelle tension entre le PS et les filles. Olivier Faure qui accuse Jean-Luc Mélenchon de fragiliser la gauche et d'entraver les discussions pour un futur gouvernement. Alors comprenez-vous cette stratégie socialiste version Olivier Faure? Quand on regarde le sondage IFOP du jour, n'est-ce pas une stratégie perdante puisque le candidat socialiste qui ferait le meilleur score est François Hollande avec 7%. Et à cette question, Alliance ces ruptures répétées avec LFI, comprenez-vous la stratégie du PS? Vous dites non à 82%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Merci en tout cas de nous écouter jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h. Merci en tout cas de nous accompagner. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, François Pupponi aussi, et vous au 0826 300 300. Tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est LFI qui, pour l'instant, en tout cas, donne le sentiment d'être à côté de l'aventure. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi il ne venait pas au rendez-vous à l'Élysée. Je continue à avoir l'espoir qu'il n'ait pas l'appétit d'aller au bout de cette démarche, qu'ils n'entrent pas au gouvernement. Ils affaiblissent la gauche quand ils font ça. Et donc, à chaque fois qu'ils font la politique de la chaise vide, malheureusement, ils affaiblissent le collectif que nous formons. Qu'ils ne détruisent pas le front que nous avons constitué. Et donc, aujourd'hui, il faut effectivement bouger. Je parle au nom de millions de gens, de toutes opinions, mais aussi de socialistes, de communistes, d'écologistes, qui ne veulent pas participer à cette mascarade. Plus Jean-Luc Mélenchon crie, moins on l'entend. Et c'est l'une des amabilités lancées ce matin par Olivier Faure à propos de son ancien allié insoumis. Le premier secrétaire du PS prend ses distances. Il reproche à LFI d'affaiblir la gauche et de passer à côté de l'aventure dans des discussions sur le futur gouvernement. Alors parlons vrai, est-ce que la position du PS peut durer encore longtemps? S'il va au gouvernement, est-ce la fin du nouveau Front Populaire? Et à cette question, alliance et rupture répétées avec LFI, comprenez-vous la stratégie du PS? Vous dites non à 82%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Cette stratégie du j'y vais pas, Philippe? Même quand on n'est pas socialiste et qu'on s'intéresse à la politique, j'ai l'impression que Olivier Faure, qui est un homme très estimable, donne tout de même une forme de torticolis intellectuelle et politique. Parce que par moments, je trouve qu'il dit des choses juste pertinentes, notamment lorsque il se dissocie peu à peu de LFI, et parfois, immédiatement après, il y a des choses qui sont étonnantes où il rattrape par une forme d'orthodoxie et de rigidité la liberté qu'il avait prise avant. Donc, Françoise l'aime beaucoup et donc j'ai été naturellement tenté de trouver que cet homme avait de grandes qualités, mais je suis parfois gêné. Je ne le sens pas rectiligne, mais peut-être n'est-ce pas une qualité après. Moi, je sens tout à fait rectiligne. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est l'émergence de quelqu'un, en fait. Jamais le débat ne s'est fait autour de ce qu'a dit Olivier Faure. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente en réalité aujourd'hui. Tout se fait autour du Parti Socialiste depuis une semaine. Ça, c'était inimaginable. Je me souviens des moqueries avant le mois de juillet, les tombereaux sur le PS, d'ailleurs des amis de l'intérieur, etc. La réalité, c'est qu'il y a 66 députés et que c'est aujourd'hui la clé de ce gouvernement, et on va le voir ce soir et probablement demain, c'est ce que dira le Parti Socialiste, avant toute chose. On ne peut pas taper sur Olivier Faure en le trouvant trop timoré par rapport à Jean-Luc Mélenchon, et au moment, Tom, où c'est très important d'être clair, lui en vouloir d'être aussi dur avec Jean-Luc Mélenchon. Il ne fait que répondre aux agressions de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, hier, il était dans le bureau avec Emmanuel Macron et avec l'ensemble des parlementaires. Jean-Luc Mélenchon menaçait sur les circonscriptions en disant il n'y a pas un député qui sera élu sans moi. Et ce à quoi Olivier Faure lui a répondu ce matin, et vice-versa. Donc, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas vouloir tout et son contraire. Moi, je trouve que Olivier Faure, en tout cas, pour le Parti Socialiste et la social-démocratie, aujourd'hui, joue parfaitement le coup. On verra demain si ça aboutit, mais en tout cas, il joue très bien l'affaire.
Et on a un ancien député socialiste moi, avec nous. Je suis un peu moins optimiste que Françoise. Je pourrais l'entendre. Je suis pas optimiste en fait. Je pourrais l'entendre s'il avait tenu ce discours-là après les européennes et le lendemain de la dissolution, en disant on n'a rien à faire avec ces gens-là. Mélenchon, on le connaît. On sait de quoi il est capable. On sait la campagne proche de l'antisémitisme que lui et ses camarades ont menée pendant les élections, les propos qu'il a tenus. Et donc, après le score de Glucksmann, après le score de Glucksmann aux européennes à 14%, il pouvait dire nous y allons seuls. Nous n'allons pas nous fourvoyer avec sa vie. Pas sur les européennes, c'est pas possible. Et en plus, il a même pas eu le temps. Non, mais sur les européennes, après les européennes, européennes, le PS faisait 14%. Il pouvait dire on y va seul. Bon. Donc pour sauver leur poste, ils se sont associés à la France Insoumise. C'est pas sauver leur poste, c'est. Mais non, mais ça s'appelle une coalition pour gagner, retrouver la force politique. Une coalition avec des gens qui ont les propos antisémites, tout ça pour empêcher l'extrême droite d'arriver qui serait antisémite. Enfin voilà, il faut être capable. Alors maintenant, si effectivement c'est une vraie stratégie de dire on s'est trompé, on s'éloigne de Jean-Luc Mélenchon, on se rapproche du bloc central et on le fait durablement, et il n'y aura pas d'accord électoraux avec LFI dans un an. Mais il y en aura avec En Marche, donc non, mais il n'y en aura pas avec LFI dans un an, alors là oui. Mais si dans 6 mois, Olivier Faure nous explique que pour les mairies, on fait une alliance avec LFI... Ou après une dissolution. Je voulais juste dire que... Petit mot, Julien Drey... C'est là où moi je suis très sceptique. Julien Drey a annoncé qu'il allait reprendre sa carte au PS. Et il l'a annoncé sur Sud Radio d'ailleurs. Ce n'est pas si mal que Julien Drey... moi, vous savez, je suis un peu une fan de Julien Drey, même si à partir d'un certain moment, d'une heure de discussion avec lui, on ne sait même plus à quel niveau de manipulation il est. Mais ça reste pour moi une intelligence politique assez hors du commun, Julien Drey. Voilà. Après, s'il veut reprendre sa carte au PS, je suppose que c'est pour faire la peau à Olivier Faure, mais aussi Julien Drey. Oui, mais Julien, il change aussi. Vous savez très bien, il fait le salto arrière, salto avant. Moi, j'entends ce que vous dites, François. Mon sentiment quand même, pour bien connaître un peu les entrailles comme vous et de la gauche et de l'ensemble des... Je vois quand même ce qui est en train de se passer. Il est en train de se passer que le PS est en train d'entraîner Europe Écologie, la social-écologie classique. François Hollande gagne en 2012 comme ça, avec le PS, le PC et les Verts. Voilà, le PS est en train de... Il a reconstitué ses forces, il entraîne l'écologie et les communistes dans une coalition, et Mélenchon s'isole tout seul. Donc il y a quelque chose pour moi qui est tout à fait durable, c'est ce qu'on appelle un effet cliquet. Et si l'attelage éventuellement, je ne sais pas lequel sortira, peut tenir et voler au-delà de la dissolution et voler pendant 30 mois, et ben le grand perdant sera Jean-Luc Mélenchon. Si effectivement le PS fait son aggiornamento vis-à-vis de LFI, bravo. Ah oui. Qu'il dure. Ça lui coûtera sûrement des municipalités, mais j'ai dit c'est le risque à prendre et c'est le prix à payer. Et moi je dis bravo. Si malheureusement c'est uniquement une stratégie à court terme maintenant et que dans 6 mois on y retourne, là la crédibilité de Olivier Faure est quand même fortement engagée. Quand on monte aussi haut, je réponds immédiatement, Philippe Bilger, mais je pense que quand on monte aussi haut, quand on est dans des mots aussi durs, tu sais très bien, vous connaissez parfaitement Olivier Faure, c'est pas un type qui casse la vaisselle. Hein. Quand il est aussi dur, parce qu'il est agressé hier, il est agressé par Mélenchon toute la journée. Mais comment pouvait-il en être autrement ? Non, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas le sujet. On savait quand Mélenchon allait traiter le PS après. Quoi. Non, mais on sait très bien. Mais lui aussi, c'est pas un naïf. Mais quand vous êtes dans le bureau du président de la République et que vous avez les alertes AFP qui tombent avec Mélenchon qui dit on va vous plier. Non, mais vous comprenez bien qu'il y a une manière de faire et faire. On connaît tous très bien Mélenchon. Oui, mais donc, quand on monte aussi haut dans la réponse pour Olivier Faure, pour une personnalité aussi maîtrisée qu'Olivier Faure, c'est que généralement c'est un effet cliquet dont on revient pas. Juste, il n'est pas question pour moi de défendre Jean-Luc Mélenchon, pour qui on connaît mon sentiment et mon opinion. Même s'il est très bon, bien sûr. Mais je me mets un peu à la place de Mélenchon, parce qu'il a entendu aussi Olivier Faure en disant l'ANFP, rien que l'ANFP et toute la NFP, on n'ira jamais seul. Voilà. Et quand il voit... mais personne, il va pas gouverner là, Olivier Faure. Non, mais quand on voit Olivier Faure aller tout seul voir Macron... Il n'y va pas tout seul, il y va avec les Verts et les écologistes. Non, au début, il y allait seul. Non, mais pas du tout, mais absolument faux. Est-ce que le fait que François Hollande soutienne Olivier Faure en quelque sorte en décrétant qu'en effet, maintenant le PS
se sépare de LFI, est-ce que c'est un plus, ça, à votre avis? Il soutient pas. Si, François Hollande. il a Non, dit, il veut tuer. maintenant le PS quitte. Mais François Hollande veut tuer Olivier Faure, c'est sa principale. Oui, mais n'empêche qu'il l'a fait. Parce qu'il est à la remorque. De dissocier. Non, mais parce qu'il est à la remorque. Oui, mais d'accord, François, mais ça n'est pas neutre pour que cet ancien président, qui n'aime pas Olivier Faure, le congratule. Il veut essayer de récupérer le truc parce qu'il se dit, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'il y a une forme de mépris de classe sur Olivier Faure depuis des années, genre il est débile, c'est le crétin, il a fait que Sciences Po, Moi, ce que je vois d'Olivier Faure, c'est qu'il a gagné d'abord tous ses votes et que surtout, il est passé de 1 député à 66. Mais maintenant, ils se disent, tiens, voilà, Olivier Faure, il va peut-être réussir parce que c'est lui le moteur. Donc tout le monde veut se greffer sur quelque chose qui peut peut-être marcher. C'est uniquement ça, vous savez, les mouches changent d'âne, et ça fait longtemps qu'il ne voulait plus d'alliance, qu'il ne voulait plus de LFI. Ça fait 25 ans que François Hollande et Jean-Luc Mélenchon nous embêtent et nous empestent la vie avec leurs bagarres. C'est bon. Hein. Merci. Mais l'un est meilleur que l'autre. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci, Françoise Degois. Merci beaucoup, François Pupponi. Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur ce gaspillage alimentaire. Plus de 9 millions de tonnes de déchets alimentaires ont été générés en 2022. Et juste pour info, c'est 126 kilos. 129 kilos par an par Français. Voilà, de gaspillage alimentaire, c'est quand même énorme. On va en parler dans un instant. Dans les vraies voix responsables, à tout de suite.